Excusez-moi, monsieur. Je voudrais consulter le solde de mon compte, s'il vous plaît. La voix était fluette, presque un murmure. Un jeune garçon noir se tenait debout devant le guichet en acajou massif. 10 ans, tout au plus. Il portait des chaussures usées, des baskets dont les semelles craquelées laissaient deviner le bitume qu'elles avaient trop longtemps foulé. Les lacets effilochés semblaient sur le point de rendre l'âme. Une veste de friperie, bien trop grande pour lui, avalait sa silhouette menue, ses épaules perdues dans un océan de tissu délavé. Le directeur de l'agence, Stéphane Lefebvre, interrompit sa conversation. Il toisa le garçon de haut en bas, un examen lent, dédaigneux, puis un rire sonore et méprisant éclata, brisant le silence respectueux du hall. « Consultez votre compte ?» Sa voix résonna contre le marbre poli, faisant se retourner quelques clients. « C'est la Banque régionale du Val-de-Loire ici, pas un bureau d'aide sociale pour les jeunes des rues. » Stéphane s'approcha, son parfum de luxe, un sillage opulent et agressif, se mêlant à son rictus hideux. « Regardez-moi ces chaussures. Regardez-moi cette peau. » Il secoua la tête avec un dégoût théâtral, jouant pour la galerie. Encore un jeune noir qui cherche la charité. Vous êtes tous les mêmes. Sortez d'ici avant que j'appelle la sécurité. Nous servons de vrais clients, ici. L'agent de sécurité, posté près de l'entrée, fit un pas en avant, la main posée sur sa matraque, un geste lourd de menace. Un client fortuné, plus loin, cria d'une voix pâteuse, « Fichez-le dehors. Il empeste tout l'établissement. » Un rire collectif ondula dans le hall, cruel, bruyant, unanime contre ce petit garçon. Personne ne le défendit. Pas une seule personne. Mais aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer ce qui allait se produire. Dans l'heure qui suivrait, Stéphane Lefebvre lui-même serait à genoux, suppliant non pas de l'argent, mais de la pitié. Léo Dubois ne s'enfuit pas. Il ne cria pas. Il resta sur ses positions, exactement comme Mamie Monique le lui avait appris. « Monsieur, j'ai un compte ici. » Sa voix tremblait mais ne se brisa pas. « Ma grand-mère me l'a ouvert. Elle est décédée il y a 2 mois. Elle m'a laissé ça. » Il tendit une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient les documents, la carte bancaire, et la lettre que sa grand-mère lui avait écrite avant de mourir. Stéphane Lefebvre leva les yeux au ciel de manière ostentatoire. « Votre grand-mère. » Il balaya du regard les clients qui observaient la scène, savourant son audience. « Laissez-moi deviner. Elle vous a aussi laissé un château dans la Loire et un jet privé ?» Nouveaux éclats de rire. Les clients fortunés adoraient le spectacle. Chloé Martin, la guichetière principale, se pencha par-dessus son comptoir, une moue de dégoût aux lèvres. « Monsieur Lefebvre, dois-je appeler la police ? Ce gamin tente visiblement une arnaque. » Stéphane fit un geste de la main. « Pas encore. Voyons d'abord quel genre de tour il essaie de nous jouer. » Il arracha l'enveloppe des mains de Léo, en sortit brutalement les documents. Ses yeux les parcoururent avec un mépris las. Puis il vit la carte bancaire. Noire, premium, une platinum réserve, du type de celle qui n'était délivrée qu'aux clients les plus fortunés. Une fraction de seconde, une lueur traversa le visage de Stéphane. De la confusion, peut-être même un doute. Mais le préjugé est une chose puissante. Il peut vous rendre aveugle à ce qui est juste sous vos yeux. Stéphane chassa son incertitude. « Où est-ce que tu as volé ça ?» Il brandit la carte, la montrant au hall comme une pièce à conviction dans un tribunal. Un jeune noir d'une cité avec une carte platinum réserve. « Tu t'attends vraiment à ce que je te croie ?» Les mains de Léo tremblaient. « Je n'ai rien volé. C'est à moi. Ma grand-mère. » « Ta grand-mère, rien du tout. » Stéphane jeta la carte sur le comptoir. Elle glissa sur la surface polie. « Ça fait 15 ans que je travaille dans la banque, gamin. Je reconnais une fraude quand j'en vois une. » Il désigna un coin reculé du hall, près du placard de l'agent d'entretien et de l'entrée des toilettes, les pires places de tout le bâtiment. « Assieds-toi là-bas. Ne bouge pas. Ne parle à personne. Je vais appeler le siège pour vérifier ce soi-disant compte. » Léo marcha vers le coin, la tête basse, les épaules voûtées, chaque pas plus lourd que le précédent. Il s'assit sur la chaise en métal froid. Seul, entouré de marbre, de laiton et d'une richesse qui semblait se moquer de ses chaussures usées. Il sortit la lettre de Mamie Monique.
Son écriture était tremblante, mais pleine d'amour. Mon courageux Léo, ne laisse jamais personne te faire sentir petit. Tu vaux plus qu'ils ne le sauront jamais. Il lut ces mots 3 fois, essayant de les croire. Son téléphone vibra. Un SMS de son oncle Nicolas. Coincé en réunion. J'arrive dans 20 minutes. Tu te débrouilles super bien, champion. Léo faillit sourire. Il ne se doutait pas à quel point ces 20 minutes allaient tout changer. Premier acte, le jeu de l'attente. 15 minutes passèrent. Puis 20, puis 25. Léo restait assis dans son coin, invisible, oublié, effacé. La banque bourdonnait d'activités autour de lui. Les clients allaient et venaient. Les guichetiers souriaient et traitaient des transactions. Les affaires continuaient comme si de rien n'était. Mais pas pour Léo. Il regarda Stéphane Lefebvre aider un homme blanc en polo de marque à ouvrir un nouveau compte. L'homme était arrivé 15 minutes après Léo. Il fut servi immédiatement. Pas de questions, pas de suspicions, pas de demande de pièces d'identité supplémentaires. Juste des sourires, des poignées de main et des « Bienvenue à la Banque régionale du Val-de-Loire ». Léo vit Chloé Martin apporter à Stéphane une tasse de café de la salle de pause. Ils se tinrent près de la fontaine à eau, riant. Leur regard dérivait sans cesse vers le coin de Léo. D'autres rirent. Il ne pouvait entendre ce qu'ils disaient. Il n'en avait pas besoin. Il observa une femme riche en robe de créateur déposer un chèque qui semblait valoir des milliers d'euros. L'opération entière prit 3 minutes. Elle partit sans même un regard pour le jeune noir assis seul près du placard de l'agent d'entretien. Une femme plus âgée, nommée Marie Dupont, termina sa transaction au guichet principal. Elle était différente des autres. Elle jeta un coup d'œil à Léo, son visage se crispant d'une émotion qui ressemblait à de l'inconfort, peut-être de la culpabilité. Un instant, Léo crut qu'elle allait s'approcher, lui demander s'il allait bien, être la seule personne dans cet immense bâtiment à faire preuve d'une once de gentillesse. Mais elle ne le fit pas. Elle serra juste son sac de marque un peu plus fort et se dirigea vers la sortie. Le claquement de ses talons sur le marbre. Chaque claquement une petite trahison. Léo sortit de nouveau la lettre de Mamie Monique. Le papier était déjà doux à force d'être manipulé. Les bords commençaient à s'effilocher, tout comme ses nerfs. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le sembles, et plus aimé que tu ne le sais. Mamie Monique lui lisait cette citation tous les soirs avant de dormir. Elle disait que c'était un auteur célèbre qui l'avait écrite. Le Petit Prince, lui avait-elle dit avec un clin d'œil. Même les princes des étoiles connaissent la sagesse. Il ne se souvenait pas de l'auteur. Il se souvenait juste de sa voix. Chaude comme le miel, sûre comme une forteresse, disparue comme la fumée. Son téléphone vibra de nouveau. Oncle Nicolas. Réunion qui s'éternise. Encore 15 minutes. Reste fort, champion. Léo répondit avec des doigts tremblants. D'accord. Il ne mentionna pas les rires, les insultes, la façon dont Stéphane l'avait regardé comme s'il était un déchet à jeter. Il ne voulait pas inquiéter son oncle Nicolas. 30 minutes maintenant. Toujours à attendre, toujours invisible. Un agent de sécurité nommé Marc Bernard se tenait près de l'entrée. Il était noir, comme Léo. La cinquantaine, des yeux fatigués qui en avaient trop vu, des cheveux poivre et sel coupés courts. Marc avait tout vu. Les insultes, les rires, la façon dont Stéphane avait humilié le garçon devant tout le monde. Il voulait intervenir. Mon Dieu, comme il le voulait. Mais il avait un crédit immobilier. 2 enfants à l'université, 11 ans dans cette banque à construire une retraite. Le silence signifiait un emploi. L'emploi signifiait la survie. La survie signifiait que sa famille ne finirait pas à la rue. Marc détourna le regard. Se détesta pour ça. Détourna le regard quand même. Deuxième acte, l'interrogatoire. Finalement, après 32 minutes, Stéphane appela Léo. Pas au guichet principal où les clients normaux étaient servis, mais à un petit bureau dans un coin à l'arrière, loin des espaces bancaires agréables, loin des fauteuils confortables et du café gratuit. Visible de tous, mais isolé comme un animal dans une cage de zoo. Léo s'assit sur la chaise en plastique dur, posa soigneusement les documents de sa grand-mère sur le bureau. Stéphane ne les toucha pas, ne les regarda même pas. Reprenons.
Sa voix était froide, clinique, la voix d'un homme qui jouait pour les caméras de sécurité. Vous prétendez avoir un compte dans cette banque. Vous prétendez que votre grand-mère vous a laissé de l'argent. Mais vous n'avez pas de pièce d'identité valide, pas de tuteur présent, pas de justificatif de domicile. Et franchement, gamin, vous n'avez pas l'air d'être à votre place dans un établissement comme celui-ci. La gorge de Léo se serra. J'ai ma carte d'identité scolaire, la lettre de ma grand-mère et la carte bancaire avec mon nom dessus. Stéphane saisit la carte scolaire du bout des doigts, comme si elle était contaminée. École primaire Victor Hugo, CM2. Il la rejeta sur le bureau. Elle glissa vers Léo, manquant de tomber. Ça ne prouve absolument rien. N'importe quel gamin peut avoir une carte scolaire. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent dans notre banque. Mais la carte. Où sont tes parents? La question frappa Léo comme un coup de poing. Son père était parti avant sa naissance. Sa mère était morte quand il avait 3 ans. Accident de voiture. Il ne se souvenait même pas de son visage, sauf sur les photos. Je vis avec mon oncle. Sa voix sortit faible, blessée. Et où est-il, ce mystérieux oncle? Il arrive. Il est en réunion. Une réunion importante. Stéphane se renversa dans son fauteuil en cuir coûteux, croisa les bras sur sa cravate en soie onéreuse. Une réunion? Bien sûr. Comme c'est pratique. Son sourire narquois était laid. Laissez-moi deviner. Il est le PDG d'une entreprise du CAC 40? C'est pour ça qu'un jeune noir de 10 ans en chaussures déchirées a une carte Platinum Réserve, parce que son oncle est si riche et important. Avant que Léo puisse répondre, Chloé apparut à côté de Stéphane. Elle se pencha et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Ils regardèrent tous les deux Léo. Le sourire narquois de Chloé était le parfait jumeau de celui de Stéphane. Je ne sais pas quel genre d'arnaque vous et votre soi-disant oncle êtes en train de monter, dit Stéphane, plus fort maintenant, voulant que les autres clients entendent, mais ça ne marchera pas ici. Je gèle ce compte en attendant une enquête complète. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est l'argent de ma grand-mère. Elle a économisé toute sa vie. Votre grand-mère? La voix de Stéphane dégoulinait de sarcasme. Chaque mot un petit couteau. C'est ça. L'institutrice qui vous aurait laissé une fortune. Dites-moi quelque chose, gamin. Qu'est-ce qu'elle faisait vraiment? Elle a braqué une banque elle-même? Elle vendait de la drogue? Quoi? Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Léo sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, à l'endroit où il gardait le souvenir de Mamie Monique en sécurité. 3e acte, l'abus de pouvoir public. Stéphane se leva de son bureau, ajusta sa cravate, lissa sa veste. Puis il éleva la voix, s'assurant que tout le hall puisse entendre chaque mot. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour ce dérangement. Sa voix portait comme celle d'un acteur entraîné. C'est ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours. Des gens qui n'ont pas leur place dans des endroits comme celui-ci et qui essaient de prendre ce qui ne leur appartient pas. 6 clients assistaient au spectacle. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, leurs préjugés confirmés. D'autres semblaient mal à l'aise mais restaient silencieux. Aucun d'eux n'intervint. Marie Dupont était revenue. Elle était arrivée jusqu'à sa voiture sur le parking, mais n'avait pas pu tourner la clé, n'avait pas pu partir. Quelque chose, la culpabilité, la conscience, une humanité élémentaire l'avait fait revenir. Maintenant, elle se tenait près de l'entrée, observant tout se dérouler. Ses mains tremblaient. Je ne sais pas où vous avez volé cette carte, continua Stéphane, désignant Léo comme un procureur lors d'un procès. Je ne sais pas quel genre de mensonge on vous a raconté, mais vous n'obtiendrez pas un seul centime de cette banque. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. La vision de Léo se brouilla de larmes. Il essaya de les retenir. Les garçons ne pleurent pas. Une voix dans sa tête le disait. La voix de sa grand-mère répondit, les garçons ressentent, Léo. Ressentir, c'est une force. Ma grand-mère a travaillé 40 ans, parvint-il à dire. Sa voix se cassa, mais il continua. Elle était institutrice à l'école primaire Victor Hugo. Elle a tout économisé pour moi. Elle a promis. Épargne-moi ton histoire larmoyante. La voix de Stéphane fut une gifle.
Je les ai toutes entendues. Tous les arnaqueurs ont une grand-mère morte et une histoire tragique. Il se tourna vers Marc, toujours posté près de l'entrée. Sécurité, escortez ce gamin hors de ma banque, maintenant. Marc ne bougea pas. Ses pieds semblaient cloués au sol de marbre. Vous m'avez entendu? La voix de Stéphane devint plus aiguë. J'ai dit, maintenant. Marc marcha lentement vers Léo. Chaque pas une petite mort de son amour-propre. 11 ans de silence. 11 ans à regarder Stéphane humilier des gens qui ne correspondaient pas à son image du vrai client. Des immigrés peinant avec le français. Des femmes en vêtements de seconde main. Des personnes âgées déroutées par la technologie. Quiconque avait l'air pauvre, parlait différemment, semblait vulnérable. Marc n'avait jamais rien dit. Pas une fois. Jamais. Aujourd'hui ne serait pas différent. Aujourd'hui, il était encore un lâche. Il s'arrêta devant Léo, tendit la main, incapable de croiser le regard du garçon. Léo se leva de lui-même. Il n'avait pas besoin d'aide. Il ramassa la lettre de sa grand-mère sur le bureau, la pressa contre son cœur comme un bouclier, et marcha vers la porte avec toute la dignité qu'un enfant de 10 ans pouvait rassembler. La voix de Stéphane le suivit comme une malédiction. La prochaine fois que tu voudras mendier de l'argent, essaie un refuge pour sans-abri ou un coin de rue. C'est plus ton environnement naturel. Quelqu'un dans le hall rit vraiment. Un vrai rire. Fort et cruel. Léo atteignit la sortie. Son téléphone se mit à sonner. L'écran s'alluma. Oncle Nicolas appelle. Il essaya de répondre. Ses mains tremblaient trop. Le téléphone lui glissa des doigts, s'écrasa sur le sol de marbre. L'écran se fissura. Marc le ramassa. Un instant, leurs regards se croisèrent. À cet instant, Léo vit quelque chose d'inattendu. La honte. Une honte profonde, qui rongeait l'âme. Marc se noyait dedans. Mais la honte ne suffisait pas. Il fallait des mots. Il fallait des actes. Marc rendit le téléphone. Ne dis rien. Laissa le garçon sortir seul. Léo poussa les portes automatiques. Elles se refermèrent derrière lui avec un doux sifflement. À l'intérieur de la banque, Stéphane ajusta de nouveau sa cravate, sourit à Chloé. Et voilà comment on gère ça, dit-il, la satisfaction suintant de chaque mot. Donnez-leur un pouce, ils prendront tout. Chloé hocha la tête, mais son sourire s'était estompé. Quelque chose de désagréable s'agitait dans son estomac. Le téléphone de Stéphane vibra. Une notification de mail. Objet, urge, visite investisseur T4. Préparation immédiate requise. Il y jeta un œil, le supprima sans le lire. Trop occupé, trop important, trop confiant en son propre pouvoir. Il aurait dû lire cet email. Il aurait vraiment dû. Dehors, le vent de novembre mordait la fine veste de Léo. Il s'assit sur un banc en pierre sur le parking, ramena ses genoux contre sa poitrine, se fit aussi petit que possible. L'enveloppe Kraft avec les documents de Mamie Monique était posée à côté de lui. Le téléphone fissuré sur ses genoux. La lettre serrée dans son poing, se froissant un peu plus chaque minute. Il baissa les yeux sur ses chaussures, celles dont Stéphane s'était moqué, celles dont tout le monde avait ri. Mamie Monique les avait achetées dans une friperie au printemps dernier. 2 €. Léo avait eu honte au début. Les autres enfants à l'école avaient des Nike et des Jordan. Les chaussures ne font pas l'homme, mon bébé, avait dit sa grand-mère, s'agenouillant pour lui faire ses lacets. C'est le caractère qui le fait. Et tu as plus de caractère dans ton petit doigt que la plupart des gens dans tout leur corps. Elle avait porté ses propres chaussures jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux, les avait réparées avec du ruban adhésif et de la colle jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être réparées. Léo comprenait maintenant pourquoi. Chaque euro qu'elle ne dépensait pas pour elle était un euro qu'elle économisait pour lui. Des larmes tombèrent sur l'écran fissuré du téléphone. Il ne prit pas la peine de les essuyer. Il essaya d'appeler son oncle Nicolas. Directement sur la messagerie. Il envoya un texto, tapant à travers ses larmes. Oncle Nicolas, ils m'ont mis dehors. Ils ont dit que j'avais volé la carte de mamie. Ils m'ont traité de voleur. Puis il attendit. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Pas de réponse. La réunion devait encore durer.
Oncle Nicolas mettait toujours son téléphone en silencieux pendant les réunions importantes. Il disait que c'était une question de courtoisie professionnelle. Léo n'avait personne à appeler, personne pour l'aider, personne pour venir le sauver. Une femme passa. Tailleur, sac de marque, maquillage parfait. Elle vit le jeune noir en pleurs sur le banc, celui qui venait d'être jeté hors de la banque. Elle avait tout vu par la fenêtre. Elle continua de marcher. Un homme passa en courant avec son Golden Retriever. Le chien voulait s'arrêter pour renifler Léo. L'homme tira sur la laisse, pressa le pas. Des voitures entraient et sortaient du parking. Des gens entraient dans la banque. Des gens sortaient de la banque. Personne ne s'arrêta. Personne ne demanda s'il allait bien. Léo était invisible. Comme à l'intérieur, comme toujours. Il déplia la lettre de Mamie Monique une fois de plus. Le papier était humide maintenant, taché de larmes. Mon courageux Léo, le monde sera parfois cruel. Les gens te jugeront sur tes chaussures, tes vêtements, la couleur de ta peau. Ils essaieront de te faire sentir sans valeur. Mais tu n'es pas sans valeur. Tu es mon plus grand trésor. Tout ce que j'ai économisé, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout, c'est à toi maintenant. Utilise-le pour voler haut. Utilise-le pour leur prouver à tous qu'ils ont tort. Et souviens-toi, la dignité ne se donne pas. Elle se porte. Porte la tienne avec fierté, mon bébé. Toujours. Tout mon amour pour toujours et à jamais, Mamie Monique. Elle lui avait promis. Assis dans sa petite cuisine en mangeant des crêpes aux pépites de chocolat. Elle avait promis, un jour, tu entreras dans cette banque et ils te traiteront comme un roi, Léo. Ils t'appelleront monsieur et te serreront la main. Tu verras. Aujourd'hui, ils l'avaient traité de mendiant, de voleur, d'arnaqueur. Aujourd'hui, ils l'avaient jeté comme une ordure. Mamie Monique, où qu'elle soit, devait avoir le cœur brisé. À l'intérieur de la banque, le silence de la complicité. Marie Dupont se tenait près de l'entrée, figée. Elle était revenue, poussée par la culpabilité, tirée par la conscience. Elle avait regardé toute la scène à travers les portes vitrées, regardé le garçon s'asseoir sur le banc, le regarder pleurer seul, regarder les gens passer sans s'arrêter. Elle devrait sortir, s'asseoir avec lui dire que tout irait bien. Mais que dirait-elle? Que pourrait-elle bien dire? Elle s'était tenue là, dans le hall, avait regardé Stéphane humilier cet enfant, avait entendu les insultes, le racisme, la cruauté, et elle n'avait rien fait, rien dit. Comme tout le monde. De quel droit pouvait-elle le réconforter maintenant? Marc Bernard se tenait à son poste près de la porte. Ses yeux dérivaient constamment vers le parking, vers la petite silhouette sur le banc. Sa poitrine était oppressée. Ses mains ne cessaient de se crisper. Il y a 11 ans, Marc avait été ce garçon. Une autre banque, une autre ville, la même humiliation. Un directeur blanc avait refusé d'encaisser son chèque de paie. Besoin d'une vérification supplémentaire pour les gens comme vous. Un agent de sécurité l'avait suivi dans un magasin. Je fais juste mon travail, monsieur. Un agent immobilier avait soudainement découvert qu'un appartement n'était plus disponible après avoir vu son visage. 1000 petites coupures au cours d'une vie, certaines pas si petites. Et maintenant Marc était celui en uniforme, celui qui suivait les ordres, celui qui permettait la cruauté. Son moi plus jeune serait dégoûté. Il se dirigea vers la porte. Peut-être qu'il pourrait juste. Marc. La voix de Stéphane claqua comme un fouet. Arrêtez de rêvasser. Il y a une livraison à l'entrée de service. Occupez-vous-en. Marc hésita. 1 seconde. 2 secondes. Puis il se retourna et se dirigea vers l'arrière. Le moment était passé. Dehors, Léo était toujours seul. Mais plus pour très longtemps. Une Mercedes classe S noire entra dans le parking, élégante, silencieuse, coûteuse. Elle s'arrêta près de l'entrée. La portière s'ouvrit et tout était sur le point de changer. Nicolas Dubois sortit de la Mercedes. 1,88 m, costume gris argenté qui coûtait plus que le salaire mensuel de Stéphane Lefebvre. Les tempes grisonnantes, une aura d'autorité tranquille qui poussait instinctivement les gens à se redresser. Il repéra Léo immédiatement. Son neveu, le fils unique de sa sœur décédée, le dernier morceau vivant de sa mère, Monique,
qui restait en ce monde? Assis sur un banc froid, en pleurs, serrant une lettre froissée, complètement seul. La mâchoire de Nicolas se contracta, un muscle tressaillit sous son œil, le seul signe visible de la fureur qui montait en lui. Il marcha jusqu'au banc, s'agenouilla pour être au niveau des yeux de Léo. Et, champion. Sa voix était douce, un contraste saisissant avec tout ce que Léo avait entendu au cours de la dernière heure. Je suis là maintenant. Léo leva les yeux. Son visage se décomposa complètement. Oncle Nicolas. Il se jeta dans les bras de son oncle, sanglota contre son épaule coûteuse, les larmes et la mort tachant le mélange de soie et de laine. Nicolas se fichait du costume, ne le remarqua même pas. Il serra son neveu fort, ne le pressa pas, ne posa pas de questions. Il laissa simplement le garçon pleurer jusqu'à ce que les tremblements cessent. Raconte-moi ce qui s'est passé. Léo lui raconta tout. Chaque mot, chaque insulte, chaque rire, chaque moment d'humiliation. Nicolas écouta dans un silence absolu. Son visage resta calme, maîtrisé, mais ses yeux s'assombrirent à chaque phrase. Plus dur, plus froid. Quand Léo eut terminé, Nicolas se releva lentement. « Tu n'as rien fait de mal, dit-il. » Sa voix était ferme comme le roc. « Rien. Tu me comprends? Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça. Mais ils ont dit. Ils ont eu tort. Et ils sont sur le point de découvrir à quel point ils ont eu tort. » Il prit la main de Léo, commença à marcher vers l'entrée de la banque. Léo recula. « Je ne veux pas y retourner. S'il te plaît, oncle Nicolas. S'il te plaît. » Nicolas s'arrêta, s'agenouilla de nouveau. « Je sais, champion. Je sais que ça fait peur. Mais parfois, nous devons affronter les gens qui nous ont fait du mal. » Il serra la main de Léo. Pas pour les combattre, pas pour leur crier dessus. Mais pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas nous briser. Que nous sommes toujours debout. Qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Léo regarda les portes vitrées, le hall de marbre au-delà, l'endroit où il avait été humilié. Il pensa à Mamie Monique. Qu'aurait-elle voulu qu'il fasse? La dignité ne se donne pas. Elle se porte. D'accord, murmura-t-il. D'accord. Une deuxième voiture entra dans le parking. Un SUV de luxe aux vitres teintées. Une femme en sortit. Grande, élégante, professionnelle. Valérie Rousseau, directrice régionale de la Banque régionale du Val-de-Loire. Elle se rendait à la visite trimestrielle des investisseurs, celle que Stéphane ignorait dans ses emails, lorsque son téléphone avait sonné. Nicolas Dubois en ligne, PDG de Meridian Capital France, le plus grand investisseur institutionnel de la banque. Il avait expliqué ce qui s'était passé en exactement 60 secondes, calme, factuel, dévastateur. Valérie avait immédiatement changé de cap. Elle s'approcha de Nicolas maintenant, hocha la tête respectueusement. « Monsieur Dubois, je ne saurais vous dire à quel point je suis désolé. C'est totalement inacceptable. Totalement. » L'expression de Nicolas ne s'adoucit pas. Nous discuterons de ce qui est acceptable à l'intérieur. Mon neveu mérite des excuses, et je veux voir exactement à qui nous avons affaire. Valérie hocha la tête. Bien sûr. Tout ce dont vous avez besoin. Ils marchèrent ensemble vers l'entrée. Nicolas, Valérie, Léo. Le cœur de Léo battait si fort qu'il pouvait le sentir dans ses oreilles. Ses jambes semblaient faibles, cotonneuses, comme si elles allaient céder. La dernière fois qu'il avait franchi ses portes, il avait été jeté comme un déchet. Maintenant, il y retournait, la main de son oncle chaude autour de la sienne, avec une directrice régionale à leur côté. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il comprenait ceci, quelque chose avait changé. Le sol sous ses pieds semblait différent. Les portes automatiques s'ouvrirent. Le hall devint silencieux. Toutes les têtes se tournèrent. Stéphane Lefebvre vit d'abord Valérie Rousseau. Son visage devint blanc comme un linge. La directrice régionale. Une visite impromptue. C'était très, très mauvais. Il se précipita, ajustant sa cravate, forçant son sourire VIP sur son visage. Madame Rousseau, quelle merveilleuse surprise. Sa voix était trop forte, trop empressée. Nous ne vous attendions pas avant. Les plans ont changé.
La voix de Valérie aurait pu geler l'eau. Puis Stéphane remarqua l'homme à côté d'elle. Grand, distingué, le genre de costume qui criait l'argent et le pouvoir. Et tenant la main d'eux. L'estomac de Stéphane se noua. Le jeune noir. Celui qu'il venait de jeter dehors. Celui qu'il avait traité de voleur, de mendiant, d'arnaqueur. Le gamin était de retour, et il tenait la main de quelqu'un qui, de toute évidence, comptait. « J'aimerais vous présenter quelqu'un, » dit Valérie. Sa voix porta à travers le hall silencieux. « Voici Nicolas Dubois, fondateur et PDG de Meridian Capital France. » Le nom frappa Stéphane comme un coup. Meridian Capital France. Le plus grand investisseur institutionnel de la banque. 34% des parts de la société mère. L'homme qui pouvait faire ou défaire des carrières d'un simple coup de fil. Cet homme, ce Nicolas Dubois, tenait la main du gamin que Stéphane venait de détruire. « Je crois que vous avez déjà rencontré mon neveu, » dit Nicolas tranquillement. Il s'écarta. Léo se tenait là, les yeux encore rouges, la lettre de sa grand-mère toujours serrée contre sa poitrine. Mais maintenant, il se tenait droit, le menton levé, les épaules en arrière. Le visage de Stéphane passa par une série d'émotions comme une machine à sous. Confusion, reconnaissance, horreur naissante, terreur pure. Je ne. Si j'avais su qui il était. C'est exactement le problème, dit Nicolas. N'est-ce pas? Chloé Martin laissa tomber son stylo. Il cliqueta contre le sol de marbre comme un coup de feu dans le silence. Marc Bernard, debout près de l'arrière maintenant, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui était mort depuis 11 ans, qui revenait à la vie. Marie Dupont, toujours près de l'entrée, plaqua ses deux mains sur sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage. Chaque personne dans ce hall regardait. Les clients qui avaient ri, les employés qui avaient été complices, les passants qui étaient restés silencieux. Tous témoins maintenant de ce qui allait se passer. Nicolas lâcha la main de Léo. Il marcha lentement vers Stéphane, chaque pas délibéré, chaque pas mesuré. La démarche d'un homme qui connaissait son pouvoir et n'avait pas besoin de se presser. Stéphane recula d'un pas. Son dos heurta le comptoir de marbre. Nulle part où fuir. Monsieur Lefebvre. La voix de Nicolas n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Tout le hall retenait son souffle. Mon neveu est venu ici aujourd'hui pour consulter le solde de son compte. Sa grand-mère, ma mère, lui a laissé cet argent en héritage. C'est légalement à lui. Chaque centime. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on lui a refusé ce service? La bouche de Stéphane s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit de nouveau. Il ressemblait à un poisson se noyant dans l'air. Il y avait des irrégularités. Nous suivions simplement le protocole standard. Quelles irrégularités? La voix de Nicolas resta calme, contrôlée. D'une certaine manière, c'était plus terrifiant que des cris. Le compte est correctement documenté. Les fonds ont été vérifiés par votre propre banque. Quelle irrégularité spécifique justifiait de traiter un enfant de 10 ans comme un criminel? Je ne savais pas. Si j'avais su qui il était. C'est exactement le problème. Nicolas s'approcha. Stéphane essaya de se presser contre le comptoir, mais il n'y avait nulle part où aller. Vous ne saviez pas qui il était, alors vous avez décidé qu'il n'était personne. Vous avez vu un jeune noir en chaussures usées, et vous avez porté un jugement. Pas sur les protocoles, pas sur les politiques. Sur qui mérite d'être traité comme un être humain. Les mots tombèrent comme des coups de marteau. Ma mère a travaillé 40 ans comme institutrice en école primaire. Elle a pris le bus jusqu'à ses 70 ans parce qu'elle n'a jamais voulu gaspiller d'argent dans une voiture. Elle a porté le même manteau d'hiver pendant 15 ans. Elle a mangé des produits de marque distributeur pour pouvoir mettre de l'argent de côté. La voix de Nicolas ne faiblit pas. Si elle était entrée ici aujourd'hui, vous l'auriez traitée exactement de la même manière. Vous auriez ri d'elle, l'auriez humiliée, l'auriez mise à la porte. Stéphane ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Elle aurait mérité mieux. Tout comme Léo. Tout comme chaque personne qui franchit ses portes. Nicolas se tourna vers Valérie. Avant de discuter des conséquences, je veux que Monsieur Lefebvre voie quelque chose. Valérie hocha la tête.
Nicolas se dirigea vers le guichet principal. Léo le suivit, lui tenant toujours la main. Chloé se tenait derrière son ordinateur, figée. Son visage avait la couleur du vieux papier. Affichez le compte de mon neveu, dit Nicolas. Ce n'était pas une demande. Chloé regarda Valérie. Valérie hocha la tête une fois. Des doigts tremblants tapèrent. L'écran se chargea lentement. Tout le monde retint son souffle. Et voilà. Solde du compte, 487 263 €. Près d'un demi-million d'euros. 40 ans de salaire d'une institutrice. Chaque carte d'anniversaire avec de l'argent glissé à l'intérieur. Chaque prime de Noël, chaque cours particulier d'été, chaque euro que Monique Dubois avait gagné, économisé, sacrifié. Tout pour Léo. Stéphane fixa le nombre. Son visage devint gris. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Silence complet. Puis Nicolas parla. Il s'est moqué de tes chaussures. Sa voix était basse, mais porta jusqu'à chaque coin du hall. Il cessa de rire en voyant le solde. Le nombre brillait sur l'écran. 487 263 €. Stéphane ne pouvait cesser de le fixer. Son cerveau ne pouvait pas traiter ce que ses yeux voyaient. Un demi-million d'euros sur un compte appartenant au gamin qu'il venait de traiter de mendiant. Ça, dit Nicolas en désignant l'écran, c'est l'argent que ma mère a économisé pendant 40 ans. Elle a pris des bus sous la pluie pour que Léo puisse un jour aller à l'université. Elle a porté des vêtements de seconde main pour que Léo puisse avoir un avenir. Elle a mangé du riz et des haricots pour dîner pour que Léo n'ait jamais faim. Il marqua une pause. Laissa les mots s'imprégner. Et vous avez failli lui enlever ça à cause de ses chaussures. Stéphane trouva enfin sa voix. Elle sortit cassée et désespérée. Je ne savais pas. Si j'avais su qu'il y avait autant d'argent. Et c'est le vrai problème. La voix de Nicolas devint froide, tranchante comme une lame. Vous l'auriez traité différemment si vous saviez qu'il avait de l'argent. Votre respect a un prix. Mais la dignité humaine n'en a pas. Il regarda le nombre une dernière fois, puis Léo. Ma mère me disait toujours quelque chose. Une personne qui traite le serveur différemment du PDG n'a aucun caractère. Aujourd'hui, vous avez montré votre caractère, monsieur Lefebvre. Tout le hall l'a vu. Stéphane n'avait rien à dire, car Nicolas avait raison et tout le monde le savait. Valérie Rousseau s'avança. Ses talons claquèrent sur le marbre comme un compte à rebours. Stéphane, dans mon bureau. Maintenant. Stéphane ne bougea pas. Ne pouvait pas bouger. Ses jambes s'étaient transformées en béton. Stéphane. Il cligna des yeux. Regarda Valérie, puis Nicolas, puis Léo, le garçon qu'il avait moqué, insulté, humilié, mis à la porte. Le garçon dont la grand-mère lui avait confié tout ce qu'elle avait jamais gagné. La carrière de Stéphane défila devant ses yeux. 15 ans, à construire des relations, à gravir les échelons, le bureau d'angle, la voiture de fonction, tout cela s'effondrant comme du sable. Je peux expliquer, murmura-t-il. Vous aurez cette opportunité. La voix de Valérie était de glace et de fer. En privé. Maintenant. Elle se tourna et se dirigea vers les bureaux de l'arrière. Stéphane suivit, les jambes chancelantes. Nicolas les regarda partir. Puis il s'agenouilla à côté de Léo. Ça va, champion? Léo hocha lentement la tête. Ses yeux étaient toujours fixés sur l'écran. Mamie a économisé tout ça pour moi. Chaque centime. Elle a ouvert le compte le jour de ta naissance. Y a ajouté de l'argent chaque mois. N'en a jamais manqué un, même quand les temps étaient durs. Mais elle n'a jamais eu de belles choses. Son appartement était si petit. Parce qu'elle te donnait tout. La voix de Nicolas était douce. C'est à ça que ressemble l'amour parfois, Léo. Le sacrifice. Mettre l'avenir de quelqu'un d'autre avant son propre confort. Léo pensa à toutes les fois où mamie Monique avait dit non à des choses pour elle-même. Le manteau d'hiver avec la fermeture éclair cassée. La vieille télévision qui mettait 5 minutes à s'allumer. Les lunettes de lecture tenues par du ruban adhésif. Elle aurait pu avoir tellement plus. Au lieu de ça, elle lui avait tout donné. Je vais la rendre fière, murmura Léo.
Je le promets. Tu l'as déjà fait, champion. Nicolas lui serra l'épaule. Tu l'as déjà fait. Dans le bureau de Stéphane, la température avait chuté de 20 degrés. Valérie était assise dans le fauteuil de Stéphane, derrière le bureau de Stéphane, un choix délibéré. Nicolas se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Un témoin silencieux. Stéphane était assis sur la chaise visiteur, la moins chère, celle où les clients s'asseyaient quand ils venaient mendier des prêts. J'ai déjà visionné les enregistrements de sécurité, dit Valérie. Elle tourna son ordinateur portable, appuya sur lecture. Stéphane se regarda rire de Léo, le traité de mendiant, menacé d'appeler la sécurité, annonçait à tout le hall que les jeunes noirs n'avaient pas leur place dans les vraies banques. Sa propre voix, ses propres mots, sa propre cruauté enregistrée pour toujours. Vous avez enfreint 3 politiques de l'entreprise, dit Valérie d'une voix clinique, méthodique. Discrimination fondée sur la race et l'apparence, refus de service sans motif légitime, et falsification de documents officiels. La tête de Stéphane se redressa brusquement. Falsification ? Valérie afficha un document. Vous avez déposé un rapport d'incident il y a 23 minutes. Il stipule que Léo Dubois était agressif, menaçant, et a refusé de fournir une pièce d'identité appropriée lorsqu'on la lui a demandé. Elle le regarda. Les images de sécurité montrent un garçon poli de 10 ans demandant à consulter son compte. Elle vous montre en train de vous moquer de lui, d'insulter sa race, et de le faire expulser physiquement des locaux. Je protégeais les intérêts de la banque. Vous protégiez vos préjugés. Valérie ferma l'ordinateur portable. Il y a une différence significative. Elle se leva, contourna le bureau, se tint au-dessus de Stéphane comme un juge sur le point de prononcer une sentence. Avec effet immédiat, vous êtes suspendu sans solde. Votre prime du T4, la totalité des 35 000 €, est annulée. Une enquête complète des RH commencera demain matin. Si elle confirme une intention discriminatoire, et sur la base de ces images, ce sera le cas, un licenciement pour faute grave suivra. Le visage de Stéphane s'effondra comme du papier mouillé. 15 ans. J'ai donné 15 ans à cette banque. Et en 15 ans, vous auriez dû apprendre que chaque client mérite un respect élémentaire. Valérie ouvrit la porte. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels. Vos identifiants d'accès ont déjà été révoqués. Stéphane se leva, ses jambes le soutenaient à peine. Il regarda Nicolas une dernière fois, cherchant la pitié, n'en trouvant aucune. Si ce n'était pas votre neveu. Vous avez raison. La voix de Nicolas était calme, dévastatrice. S'il n'était pas mon neveu, il serait parti sans rien, aurait déposé une plainte qui aurait été ignorée, aurait peut-être appelé un avocat qui lui aurait dit que ça n'en valait pas la peine. C'est exactement le problème, monsieur Lefebvre. Il ne devrait pas avoir besoin de moi pour être traité comme un être humain. Personne ne le devrait. Stéphane n'eut aucune réponse. Il sortit de son propre bureau, passa devant ses propres employés, traversa son propre hall. Pour la dernière fois. Chloé Martin fut la suivante. Elle s'assit dans la même salle de réunion où elle avait chuchoté à propos de Léo, sourit narquoisement à son humiliation, encourageait la cruauté de Stéphane. Maintenant, c'était elle qui était sur la sellette. Vous n'avez pas commencé ça, dit Valérie. Mais vous y avez participé. Vous avez renforcé le comportement de monsieur Lefebvre. Vous n'êtes pas intervenu alors qu'un enfant était maltraité. Le mascara de Chloé coulait sur ses joues en rivière noire. Je savais que c'était mal. Sa voix se cassa. C'est juste que. Je ne voulais pas faire de vagues. Je ne voulais pas être celle qui. Le silence n'est pas neutre, mademoiselle Martin. Le silence est un choix, et il a des conséquences. Valérie décrivit les mesures disciplinaires, blâme formel, formation obligatoire, note permanente dans son dossier, tolérance zéro pour tout incident futur. Chloé hocha la tête à travers ses larmes, accepta tout. Elle avait appris quelque chose aujourd'hui. La leçon lui avait coûté sa dignité, mais au moins, elle avait encore un travail. Marc Bernard se tenait près de l'entrée après sa conversation avec Nicolas. Pas une réunion formelle, juste 2 hommes qui parlaient. Vous avez ramassé son téléphone quand il l'a fait tomber, dit Nicolas. Vous le lui avez rendu. Ce n'était pas assez. Non, ce n'était pas assez. Nicolas n'adoucit pas la vérité. Mais c'était quelque chose.
Une petite gentillesse à un moment où il n'en avait aucune. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû. Vous auriez dû. Oui. Nicolas le regarda fixement. La question est, que ferez-vous la prochaine fois? Marc pensa à son crédit, à ses enfants, à sa retraite. Puis il pensa à Léo, 10 ans, pleurant sur un banc, complètement seul. La prochaine fois, je parlerai, dit-il. Quoi qu'il arrive. Nicolas hocha la tête, tendit la main. Marc la serra. Ce n'était pas une absolution. Ce n'était pas un pardon. C'était une promesse à lui-même, à Léo, à chaque personne qu'il pourrait aider à l'avenir. Une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Marie Dupont avait attendu pendant toutes les réunions, tout le drame, toute la reddition des comptes. Elle était toujours là quand Léo et Nicolas se dirigèrent vers la sortie. Attendez. Sa voix sortit étranglée. S'il vous plaît. Ils s'arrêtèrent. Marie s'approcha lentement. Ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient. Je suis tellement désolé. Les mots se bousculèrent. J'étais là. J'ai tout vu. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû vous défendre. Mais je suis resté là comme une lâche. Léo la regarda. Cette femme qui avait assisté à son humiliation en silence. Il pensa à Mamie Monique. Que dirait-elle? Le pardon, ce n'est pas pour eux, mon bébé. C'est pour te libérer toi-même. Vous êtes revenu, dit Léo tranquillement. Ça compte. Les larmes de Marie coulèrent plus vite. Je vais déposer une plainte formelle, en tant que témoin. Tout ce que j'ai vu. Tout ce qu'ils ont dit. Ce sera consigné. Nicolas hocha la tête. Cela demande du courage. Moins de courage que votre neveu n'en a montré aujourd'hui. Marie regarda Léo. Il est resté là et a encaissé tout ce qu'ils lui ont jeté. Il n'a pas fui. Il n'a pas crié. Il a juste enduré avec dignité. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Léo ne savait pas quoi dire, alors il dit la seule chose qui lui semblait vraie. Merci d'être revenu. Marie hocha la tête, essuya ses yeux, et se dirigea vers le service client pour déposer sa plainte. Un petit acte de courage. C'était un début. La nouvelle se répandit dans la banque comme une traînée de poudre. À l'heure de la fermeture, tout le monde savait. Stéphane Lefebvre, 15 ans de service, directeur d'agence, licencié pour faute grave. La raison officielle, violation des politiques de l'entreprise concernant le service client et la conduite professionnelle. La vraie raison se propagea par chuchotement et texto. Il s'est moqué d'un jeune noir, l'a traité de mendiant, l'a mis dehors. Il s'avère que l'oncle du gamin possède un tiers de la banque. Le lendemain matin, c'était dans les nouvelles régionales. La semaine suivante, nationale. Pas les détails. Ceux-ci furent gardés privés pour protéger Léo. Mais l'histoire sortit. Directeur de banque licencié pour discrimination envers un enfant. Un investisseur majeur impliqué. Responsabilité totale de l'entreprise. Les gens en parlèrent, en débattirent, partagèrent leurs propres histoires. C'est devenu un moment. Le licenciement de Stéphane Lefebvre fut finalisé en 72 heures. Pas d'indemnité, pas de lettre de recommandation, pas d'avantage de retraite au-delà de ce qui était légalement requis. 15 ans de travail, parti en 15 minutes. Il postula dans d'autres banques. Le mot s'était répandu. Personne ne voulait l'embaucher. Il finit par gérer un bureau de tabac dans une zone commerciale à 3 villes de là, et dans le même genre de personnes dont il se moquait autrefois. Certains appelèrent ça le karma. D'autres, la justice. Stéphane n'appela ça rien du tout. Il n'avait pas les mots. Chloé Martin garda son emploi, de justesse. Elle suivit chaque module de formation, arriva tôt, resta tard, ne sourit plus jamais narquoisement à un autre client. 6 mois plus tard, elle fut mutée dans une autre agence. Besoin d'un nouveau départ. 6 mois après, elle quitta complètement le secteur bancaire, retourna à l'école, devint assistante sociale. Elle passa ses journées à aider des familles à naviguer dans des systèmes conçus pour les exclure, les mêmes systèmes qu'elle avait autrefois appliqués. L'ironie ne lui échappa pas. La leçon non plus.
3 semaines après l'incident, Marc Bernard fit face à son premier test. Une jeune femme d'origine maghrébine entra dans la banque. Nerveuse, incertaine. Son français n'était pas parfait. Elle peinait à expliquer ce dont elle avait besoin. Un nouveau guichetier, jeune, impatient, commençait à s'énerver. Ses soupirs devenaient plus forts, ses roulements d'yeux plus évidents. Marc s'approcha. « Y a-t-il un problème ici ?» Le guichetier commença à s'expliquer. Marc le coupa. « Cette femme est une cliente. Elle mérite patience et respect. Aidez-la correctement ou je trouverai quelqu'un qui le peut. » Les yeux du guichetier s'écarquillèrent. Il s'excusa. Aida la femme avec un soin sincère. Marc retourna à son poste. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient. Mais il avait parlé. Pour la première fois en 11 ans, il avait parlé. Et c'était comme respirer après avoir été sous l'eau trop longtemps. Valérie Rousseau ne s'arrêta pas à Stéphane. En 3 mois, elle mit en œuvre des changements radicaux dans toute la région. Formation obligatoire sur les préjugés, pour chaque employé, chaque trimestre, sans exception. Nouveau protocole de service client, chaque demande traitée en moins de 15 minutes, quelle que soit l'apparence. Des clients mystères engagés pour tester la conformité. Une ligne de signalement anonyme pour les clients et le personnel. Tolérance zéro pour la discrimination. Une petite plaque fut installée à chaque entrée. Chaque client mérite le respect. La Banque régionale du Val-de-Loire. Ce n'était pas révolutionnaire. Ça n'allait pas réparer des siècles de racisme systémique du jour au lendemain. Mais c'était un début. Un vrai. Valérie fit un autre changement, personnel celui-là. Elle appela directement Nicolas Dubois. « Je veux faire plus que simplement sanctionner les mauvais comportements, dit-elle. Je veux honorer l'héritage de votre mère. À quoi cela ressemblerait-il » Nicolas y réfléchit, en parla à Léo, en parla à ses souvenirs de Monique. Une semaine plus tard, ils l'annoncèrent. La bourse mémoriale Monique Dubois. Nommée d'après la grand-mère de Léo. Financée par la banque, administrée par une fondation communautaire. Chaque année, 2 bourses seraient attribuées. Frais de scolarité complets, livres, frais de subsistance. Les bénéficiaires, des étudiants de communautés défavorisées poursuivant des études en éducation. Des professeurs formant les futurs enseignants. L'héritage de Monique Dubois multiplié. Les premiers lauréats seraient annoncés à l'automne suivant. Le comité de sélection comprendrait des leaders communautaires, des éducateurs et un conseiller très spécial, Léo Dubois, 10 ans, changeant déjà le monde. Quand Nicolas lui parla de la bourse, Léo resta silencieux un long moment. Ils l'ont nommé d'après mamie. Oui. Alors son rêve continue de vivre. Alors elle continue d'aider les enfants même si elle est partie. Léo regarda la photo encadrée sur sa commode. Mamie Monique souriante, portant son vieux manteau et ses vieilles chaussures. Elle aurait pleuré, dit Léo. Des larmes de joie. Oui. La voix de Nicolas était épaisse. Elle aurait pleuré. Léo se dirigea vers son placard, sortit ses baskets usées, celles dont Stéphane avait ri. Il les plaça sur son étagère, à côté de la photo. Il ne les jetterait jamais. Jamais. La vidéo fit surface 3 semaines après l'incident. Pas des caméras de sécurité de la banque. Celle-ci était sous scellé. Du téléphone d'un client. Le jeune professionnel qui avait filmé ce jour-là. Il avait eu l'intention de la poster pour rire, drame à la banque, de l'engagement facile, des vues rapides. Mais ensuite, il avait vu ce qui s'était passé après, vu Nicolas arriver, vu Stéphane s'effondrer, vu la justice se dérouler en temps réel. Et il avait ressenti quelque chose d'inattendu. La honte. Il était resté là à filmer, à rire, amusé par l'humiliation d'un enfant. Quel genre de personne faisait ça ? Il supprima la vidéo originale, mais la culpabilité persista, s'envenima, l'empêcha de dormir. 3 semaines plus tard, il posta quelque chose de différent. Son propre visage, sa propre confession. J'étais là ce jour-là. J'ai vu un directeur de banque humilier un jeune noir de 10 ans parce qu'il portait de vieilles chaussures. J'ai regardé, j'ai ri, j'ai filmé comme si c'était un spectacle. J'ai eu tort. Je faisais partie du problème.
Ce gamin a montré plus de courage que n'importe qui dans ce hall, moi y compris, surtout moi. Alors, si jamais vous voyez quelque chose comme ça se produire, ne regardez pas, ne filmez pas, ne riez pas. Parlez. Parce que le silence vous rend complice. Je l'ai appris à mes dépens. Ne soyez pas comme moi. La vidéo devint virale. 3 millions de vues en 5 jours. Les commentaires affluèrent. Des gens partageant leurs propres histoires, leurs propres hontes, leurs propres promesses de faire mieux. Une conversation nationale commença sur les préjugés, les suppositions, les jugements hâtifs que nous portons sur l'apparence. Léo ne vit jamais la vidéo. Nicolas s'en assura. Le garçon avait assez souffert. Mais le message se propagea quand même. Un petit acte d'honnêteté, une confession, des millions de conversations. Le changement ne vient pas des grands moments. Il vient d'innombrables petits. C'en était un. 8 ans plus tard, Léo Dubois traversa un campus ensoleillé. L'université de la Sorbonne. Premier jour de la rentrée. 18 ans maintenant, grand, confiant, bien loin du garçon de 10 ans effrayé dans le hall de marbre. Mais pas complètement différent. Il portait toujours la lettre de sa grand-mère, plastifiée et protégée maintenant, rangée en sécurité dans son portefeuille, près de son cœur. Et sur l'étagère de sa chambre d'étudiant se trouvait une paire de baskets usées, semelles craquelées, lacets effilochés, décolorés par des années d'exposition soignée. Son colocataire les remarqua immédiatement. « Mec, c'est tes chaussures ? Elles sont complètement détruites. » Léo sourit. « C'est la chose la plus précieuse que je possède. » Précieuse ? On dirait qu'elle devrait être à la poubelle. Léo les prit doucement, passa son pouce sur le cuir craquelé. Ma grand-mère me les a achetées quand j'avais 10 ans. 2 € dans une friperie. Elle s'est excusée de ne pas pouvoir s'offrir mieux. Il les reposa sur l'étagère. Elle a économisé un demi-million d'euros pour mes études. A porté le même manteau pendant 15 ans. A pris le bus sous la pluie. A mangé de la nourriture bon marché pour que je puisse avoir un avenir. Il regarda son colocataire. Ces chaussures me rappellent que l'amour, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Son colocataire resta silencieux un long moment. C'est vraiment beau, mec. Oui. Léo toucha les chaussures une dernière fois. Elle était vraiment belle. Nicolas Dubois continua de diriger Méridian Capital France, mais il fit des changements, lui aussi. Il lança un programme de mentorat pour les jeunes des communautés défavorisées. Des stages rémunérés, de réelles opportunités, de véritables parcours de carrière. Pas de la charité, de l'investissement. Le talent est réparti de manière égale, dit-il à son conseil d'administration. Les opportunités ne le sont pas. Nous pouvons changer ça. La bourse mémoriale Monique Dubois prospéra. 14 lauréats en 8 ans. Des enseignants, des conseillers, des directeurs, tous portant l'héritage de Monique, tous enseignant aux générations futures. Marc Bernard prit sa retraite de la banque 3 ans après l'incident. Mais il ne disparut pas. Il devint surveillant dans un collège. Un autre type de sécurité, protégeant les enfants au lieu de les expulser. Chaque fois qu'il défendait un élève, il pensait à Léo. Chaque fois qu'il s'élevait contre l'injustice, il honorait la promesse qu'il avait faite. Il ne resta plus jamais silencieux. Pas une seule fois. Marie Dupont rejoignit le conseil consultatif communautaire de la banque. La femme qui avait regardé en silence devint une voix pour le changement. Elle fit du bénévolat dans les écoles, parla aux élèves du courage, de la prise de parole, du coup du silence. J'ai été une spectatrice un jour, leur dit-elle. J'ai choisi de me taire. C'est un choix que je regrette chaque jour. Ne faites pas mon erreur. Chloé Martin trouva sa rédemption dans le travail social. Elle passa ses journées à aider des familles comme celles qu'elle avait l'habitude de mépriser. Elle n'oublia jamais Léo. N'oublia jamais à quel point elle avait failli être exactement comme Stéphane. Elle était différente maintenant. Pas parfaite, mais sincèrement différente. Stéphane Lefebvre. Personne ne sut vraiment ce qui était arrivé à Stéphane. Certains dirent qu'il avait déménagé dans une autre région, recommencé, changé de nom. Certains dirent qu'il ne s'en était jamais remis, qu'il s'était noyé dans l'alcool et l'obscurité. Certains dirent qu'il avait enfin compris ce qu'il avait fait,
qu'il passait ses journées à faire du bénévolat dans des refuges pour tenter de se racheter. Personne ne le sut avec certitude. C'était peut-être sa propre forme de justice. Léo se tenait à la fenêtre de sa chambre alors que le soleil se couchait sur Paris. Demain, les cours commenceraient. Son avenir commencerait. Il sortit la lettre de sa grand-mère. La lue une dernière fois. Les mots qu'il connaissait par cœur. Mon courageux Léo, ne laisse jamais personne te faire sentir petit. Tu vaux plus qu'ils ne le sauront jamais. La dignité ne se donne pas. Elle se porte. Porte la tienne avec fierté. Il l'avait portée, à travers le pire jour de sa vie. À travers des années de croissance, à travers le voyage qu'il avait mené ici. Son téléphone vibra. Oncle Nicolas. Premier jour demain. Comment te sens-tu, champion? Nerveux, excité, prêt. Ta grand-mère serait si fière de toi. Je sais. Léo regarda les chaussures usées sur son étagère. Je pense à elle tous les jours. Elle est avec toi, Léo. Toujours. Ils parlèrent encore quelques minutes. Puis Léo raccrocha. Il avait une réunion de rentrée à laquelle assister, un avenir à construire, un héritage à honorer. Il attrapa son sac à dos, tout neuf, cher, un cadeau de l'oncle Nicolas. Mais à ses pieds se trouvaient les vieilles baskets, celles qu'il avait apportées sur le campus, celles qu'il portait lors des grandes occasions. Aujourd'hui semblait être une grande occasion. Léo Dubois sortit de sa chambre d'étudiant, vers son avenir, portant sa dignité avec fierté, exactement comme Mamie Monique le lui avait appris. Le respect n'est pas une récompense pour le succès. Il ne se gagne pas avec de l'argent, des vêtements chics ou en connaissant les bonnes personnes. C'est la base de l'humanité. Le minimum que nous nous devons les uns aux autres. Léo Dubois n'avait pas besoin d'un oncle puissant pour mériter une décence élémentaire. Personne n'en a besoin. Mais ce jour-là, à la banque, il apprit quelque chose d'important. Certaines personnes mesurent votre valeur à vos chaussures, d'autres à votre portefeuille. Quelques rares personnes la mesurent à votre caractère. Soyez l'un de ces rares. Et si jamais vous vous trouvez dans un hall à regarder quelqu'un se faire humilier, demandez-vous, quelle personne voulez-vous être? Celle qui a ri, celle qui a filmé, celle qui est restée silencieuse, ou celle qui a parlé? Le choix vous appartient. Il vous appartient toujours. La dignité ne se donne pas. Elle se porte. Portez la vôtre avec fierté et aidez les autres à porter la leur. C'est ainsi que nous changeons le monde. Un petit acte de courage à la fois. Si cette histoire vous a rappelé quelque chose dont vous avez été témoin ou quelque chose sur lequel vous êtes resté silencieux, partagez-la. Pas pour nous. Pour le prochain Léo qui entrera quelque part, seul, et aura besoin que quelqu'un parle.